Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection. Enfance, éducation et société. Cette collection regroupe des études et essais concernant l'enfance au travers d'approches multiples. Études universitaires et essais issus du monde de l'éducation ou du secteur du travail social, ces travaux ont en commun la même préoccupation: apporter un éclairage diversifié sur un domaine essentiel de l'univers des sciences humaines. Claire Grand, Prendre en charge les troubles d'apprentissage, Petit guide pour les enseignants 2017. Rochambeau-Lény, Dire, Troubles du langage, langue d'enseignement et rendement scolaire, Essai de diagnostic du système éducatif haïtien 2017. Marc Roulier, L'école, une question de management 2017. Pierre Bringuier, Scolarité fragile. Ce que peuvent ensemble, psychologues et enseignants 2016. Brigitte Retailleau, Du pari d'éducabilité, Évolution des pratiques éducatives pour des enfants avec d'importants troubles du spectre autistique et déficiences intellectuelles, 2016. Khadija Chic, Échec scolaire électif, vers un modèle de pensée de cette déficience intellectuelle disharmonique, 2016. Yannick Brun-Picard, Pédagogie actualisante et pédagogie socio-constructive. Pratique éducative sociétale, 2016. Yannick Brun-Picard, De l'autonomie contrainte à l'autonomie scolaire, 2015. Sophie Briquet-Duhaz, Chantal Ouellet et Nathalie Lavoie, Coord, Progrès en lectures-écritures chez des élèves du primaire au post-secondaire 2015. Françoise Poyet, Technologie numérique et formation, freins et leviers, 2015. Thierry Philippe, Plexus scolaire, Oser la liberté, oser l'intelligence, 2015. Alice Bounière, Au service de l'instruction pour tous. Vers une véritable refondation de l'école, 2015. Sophie Briquet-Duhazé et Anne Moile, Coord, Enseignement-apprentissage à l'école maternelle. De la théorie à la pratique, tome 2, 2015. Fernando Alvarez-Abad et Muriel Lacour, L'éducation artistique pour tous, un enjeu d'avenir, 2015. Préface. Comment donner corps à l'idée d'éducation inclusive ? À quelles conditions les acteurs éducatifs peuvent-ils se réapproprier ce qui trop souvent n'est qu'un discours sur le partenariat, présenté pourtant comme l'une des conditions essentielles de sa mise en œuvre concrète ? Patrice Gall s'empare de cette question cruciale de la coopération entre des professionnels qui interagissent encore trop peu, se concurrencent parfois et peuvent même être tentés par des replis stratégiques, ceux du secteur médico-social se sentant menacés en termes de position et d'emploi, de reconnaissance de ses apports et compétences spécifiques, ceux de l'éducation nationale qui avaient pour tradition de considérer que les élèves à besoins éducatifs particuliers ne relevaient pas de leurs responsabilités, jugeant irréaliste la perspective d'une redistribution des rôles et d'une évolution de l'ordre établi. Or, quelle est la gageure d'une éducation inclusive à l'issue d'un temps où a présidé la logique de filière, de dualité des systèmes ? Elle est de déconstruire les cloisonnements, les frontières rigides et de déclore les territoires, jugés impartageables parce que trop particuliers. Elle est de devenir partenaire, c'est-à-dire de se compléter, de mutualiser les compétences, de susciter un processus de flux, d'échange, de mettre des lieux et des temporalités en interaction avec d'autres lieux et temporalités, d'élaborer ainsi une culture métisse, mêlée au sens littéral, faite pour partie d'une subculture et pour partie d'une autre. Non une culture commune, qui pourrait conduire à une uniformisation, mais une culture en commun. Une culture des liaisons, des passages, de la circulation. Non de l'éducation, puis de la rééducation. C'est ce que Patrice Gall met en lumière, s'interrogeant plus précisément sur les conditions du partenariat dans le cadre de projets de scolarisation d'adolescents malentendants ou sourds. Son ouvrage, qui s'applique à dissiper le flou lié à l'injonction de faire du partenariat, appelle à fabriquer de l'intelligence collective, à partir d'un principe d'équilibre et de complémentarité des ressources des acteurs éducatifs. L'absence de lien entre ces derniers, montre-t-il, est l'une des principales causes d'échec dont les élèves en situation de handicap sont les premières victimes. Aussi s'applique-t-il à cerner les obligés d'une démarche partenariale, projet commun, respect de compétences et territoires respectifs, dimensions contractuelles, etc. Au total, son livre donne chair à l'optique inclusive, parce qu'il invite à échapper à un certain entre-soi, qui menace aussi les pratiques éducatives. Charles Gardou.
Anthropologue, professeur à l'Université Lumière Lyon 2. Introduction. Pourquoi la scolarisation des élèves sourds et malentendants comprend-elle une pluralité d'acteurs? Au contraire de l'Italie où tous les élèves sourds et malentendants sont scolarisés à l'école ordinaire, le système éducatif français, comme les États-Unis ou le Portugal, partage la compétence de l'enseignement de ses élèves en deux filières distinctes, l'éducation nationale et les établissements médico-sociaux. Le passage des enfants et adolescents de l'un à l'autre secteur n'est pas forcément aisé, quitte quelquefois à ce que les acteurs entretiennent eux-mêmes l'étanchéité entre les deux systèmes. Par conséquent, chacun développe sa propre procédure concernant le projet des élèves accompagnés. L'Éducation nationale est garante de la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation, PPS, et coordonne les équipes de suivi de la scolarisation, ESS. Les structures médico-sociales mettent en place leurs propres procédures dans le cadre du projet individuel. Ce double système crée des redondances dans les procédures, voire des incohérences. Cela oblige, par exemple, les parents à revenir plusieurs fois à l'établissement scolaire pour exprimer les mêmes éléments aux professionnels du collège, ainsi qu'à ceux de la structure médico-sociale alors que ces derniers sont présents lors des ESS. Dans ces conditions, pourquoi faire venir les parents deux fois? Où se situe la logique? D'ailleurs, beaucoup de parents ne distinguent pas de différence entre le projet individuel et le projet personnalisé de scolarisation. Par conséquent, cette double procédure, manquant de lisibilité, ne facilite pas la mise en place des projets de scolarisation et peut constituer, comme nous le verrons, un obstacle à l'idée de l'école inclusive. Le passage de la logique intégrative à l'idée de l'école inclusive à partir des années 1990 est venu mettre en exergue les barrières auxquelles étaient confrontés les élèves en situation de handicap et leurs parents dans le processus de scolarisation. La première conception stipule que les personnes en situation de handicap s'adaptent à l'environnement à contrario de la pensée inclusive, où c'est aux acteurs institutionnels de créer les conditions afin de lever tous les barrages pour une pleine participation sociale de ces personnes. Contrairement au principe d'intégration où la normalisation de l'élève ayant des besoins particuliers est le principal objectif, une école inclusive se préoccupe plutôt de la mise en place d'un système qui répond aux besoins de tous et où personne n'est laissé à l'extérieur du système. Les pratiques inclusives vont de la participation des élèves en situation de handicap à une activité avec d'autres élèves dans un établissement scolaire de l'éducation nationale, à une scolarisation à temps plein en classe ordinaire. Les partisans de l'inclusion totale adoptent une philosophie éducative qui exclut toute forme de rejet. Bref, l'école et la classe ordinaire doivent répondre aux besoins éducatifs de tous les élèves. Pour simplifier les démarches et pousser la logique inclusive jusqu'au bout, ne serait-il pas envisageable de réunir, comme en Italie, tous les élèves, qu'ils soient en situation de handicap ou non, au sein d'un même système? Même avec la promulgation de la loi handicap de 2005 qui promeut la scolarisation des élèves en situation de handicap en milieu ordinaire, le législateur français n'a jamais osé aller jusque-là. Vu les difficultés auxquelles se confronte l'école pour scolariser de façon satisfaisante ses élèves, nous choisissons de centrer notre propos sur la question de l'efficacité du système actuel et de la capacité des acteurs à travailler ensemble. Après avoir exercé en tant qu'éducateur spécialisé auprès d'adolescents sourds et malentendants pendant une dizaine d'années, nous partons du postulat que le projet de scolarisation fonctionne si les acteurs œuvrant à sa réalisation développent des relations proches et soutenues. Encore est-il nécessaire de trouver un concept opérationnel pour qualifier ces relations. La notion de partenariat nous semble alors pertinente. Elle prend son essor dans les années 1980. Face à la montée des inégalités générées par la crise économique, les institutions privées et publiques ne peuvent plus gérer seules des problèmes de plus en plus complexes. L'État et les collectivités territoriales invitent donc les acteurs à travailler ensemble. Dans différents textes réglementaires, la notion de partenariat est utilisée pour désigner le besoin de collaboration entre les acteurs, sans que l'on sache précisément ce que ce terme recouvre. Denis Bourque met bien en exergue le caractère labile de sa signification. Au plan générique, il renvoie à toute forme de collaboration et de coopération entre des acteurs.
C'est le sens commun du partenariat associé au fait pour des acteurs différents de travailler ensemble, d'être en relation ou en interface dans une cause, une démarche ou un projet commun. Au plan spécifique, le partenariat désigne une forme particulière et avancée de relation entre des acteurs. S'appuyant sur cette définition, notre recherche s'oriente donc vers le partenariat des acteurs de la scolarisation des collégiens sourds ou malentendants. Il est intéressant de mener cette étude sur le collège, car, une dizaine d'années après la promulgation de la loi handicap de 2005, les élèves en situation de handicap ayant bénéficié de cette réforme arrivent désormais massivement dans ces établissements scolaires. En effet, la montée en puissance des effectifs de collégiens en situation de handicap n'est que très récente. Par conséquent, l'impact de cette loi sur la scolarisation a été plus tardif à ce niveau que dans les écoles maternelles et élémentaires, où les professionnels ont développé des modalités de travail collaboratives avec les parents et les intervenants médico-sociaux depuis plusieurs années. Toute situation nouvelle apportant son lot d'innovation, l'étude du partenariat entre les acteurs, dans cette configuration, peut permettre de repérer des pratiques inédites et en devenir. Néanmoins, comme le mentionne Christine Philippe, même si la philosophie inclusive qui promeut l'établissement d'actions innovantes est mise en avant, nous sommes toujours dans l'ère des pratiques intégratives. Un rapport parlementaire de 2014 vient mettre en exergue toutes les limites relatives à la scolarisation des élèves en situation de handicap. La scolarisation de droit en milieu ordinaire, prévue par la loi du 11 février 2005, a suscité des attentes extrêmement fortes des parents. Or celles-ci, lorsqu'elles ne peuvent être satisfaites, peuvent conduire à des remises en cause parfois violentes de l'institution scolaire. Alors que le décret du 2 avril 2009 prévoit la signature de conventions entre les établissements scolaires et les établissements spécialisés, on constate un réel manque de coopération entre ces deux institutions. Le décret de 2009 réaffirme aux acteurs institutionnels la nécessité de créer de véritables relations partenariales. Néanmoins, comme l'indique le rapport parlementaire, les pratiques collaboratives ne se généralisent pas. Comment expliquer ce phénomène ? Quelle position entretiennent les acteurs institutionnels pour susciter de telles réactions chez les familles ? Comme nous le verrons, l'arrivée massive d'élèves en situation de handicap au collège a bousculé les pratiques des enseignants habitués à travailler seuls. Afin d'assurer le suivi de la scolarisation des élèves en situation de handicap, ceux-ci contestent le fait de devoir assurer des réunions et des temps de concertation supplémentaires non reconnus financièrement. De plus, la majorité d'entre eux constatent le manque de formation pour accompagner de façon satisfaisante ces élèves. Le secteur médico-social, quant à lui, a longtemps fonctionné en vase clos. Le processus de désinstitutionnalisation et l'augmentation des effectifs des élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire ont contraint les professionnels médico-sociaux à développer leurs pratiques hors des établissements. Ce mouvement a pu créer une perte de repères identitaires, notamment pour les enseignants travaillant auprès des enfants et adolescents sourds et malentendants. En outre, différents textes réglementaires incitent les acteurs institutionnels à donner aux parents une place prépondérante dans les décisions concernant la scolarité et les modes d'accompagnement de leurs enfants en situation de handicap. Cet aspect se révèle compliqué à résoudre pour les partenaires institutionnels. En effet, les relations entre les enseignants et les parents ont toujours été contrastées dans la mesure où la parole des parents est rarement entendue par les enseignants. Comme le mentionne Valérie Corr dans son rapport parlementaire, il n'est guère étonnant que dans de telles conditions, la densité et la qualité du partenariat entre ces deux acteurs soient assez faibles. Dans le secteur médico-social, selon Evelyne Grange-Ségéral et Francine André-Fustier, les familles ont longtemps été tenues à l'écart des prises en charge de leurs enfants dans les institutions spécialisées. La loi 2002-A2 rénovant l'action sociale et médico-sociale a créé des outils afin de donner une place plus importante qu'elle ne l'était auparavant, à la personne accompagnée et à sa famille. Les établissements et services spécialisés ont mis en place dans le cadre du projet individuel des instances où les parents et les usagers peuvent exprimer leurs attentes et leurs besoins. Selon les deux auteurs, comment penser la place des parents ? S'agit-il de les remettre au centre des dispositifs par opposition avec leur place périphérique antérieure ?
S'agit-il de leur donner une place fictive de partenaire, sur le modèle de celle de l'éducateur, dans le but d'établir une fausse symétrie de surface qui ne tiendrait pas compte des besoins spécifiques des familles d'être à la fois reconnues pour ce qu'elles sont et aidées? Certaines structures évoquent même l'idée d'une co-construction du projet avec la personne accompagnée et les parents, où ceux-ci élaborent avec les équipes les objectifs et les moyens à mettre en place. Les parents investissent-ils ces espaces pour prendre la place qui leur est assignée par le législateur? La pratique du projet permet-elle de rééquilibrer les relations entre les parents et les professionnels? Quelle est la place des collégiens dans ce projet? En somme, le partenariat permet-il aux acteurs institutionnels de donner une véritable place aux parents et aux collégiens, ou cela ne reste-t-il qu'une volonté affichée? Par ailleurs, pour répondre à l'idée de l'école inclusive, le partenariat peut permettre de développer de nouvelles manières de travailler ensemble. L'inclusion scolaire des élèves à besoins éducatifs spécifiques requiert l'émergence d'une culture commune. Ce processus se crée, par la tendance récente au décloisonnement des pensées et des pratiques. Selon Marie-Françoise Crouzier, la qualité du partenariat demande une connaissance et une reconnaissance minimale des divers acteurs en présence, un partage des compétences en matière d'organisation et de communication, une prise en compte de la notion de projet, la perception de l'autre comme un acteur distinct ayant des références éducatives et pédagogiques différentes. Comme nous le verrons, le partenariat entre les acteurs peut déboucher sur la création d'une culture commune à condition que la rencontre entre les partenaires puisse se réaliser. Les problèmes rencontrés par les acteurs de terrain ramènent au pragmatisme et les obligent à innover pour trouver des solutions. La philosophie inclusive a du mal à irriguer les pratiques des acteurs de terrain quand la pensée vient d'en haut, de la part des organismes publics ou des textes réglementaires. L'inventivité et l'innovation des acteurs de terrain sont peut-être les solutions les plus prégnantes au changement des pratiques et des mentalités. Ce livre a pour but de recenser et d'analyser des expériences partenariales, à propos d'un public spécifique que sont les collégiens sourds ou malentendants. L'objectif de ce travail est de faire connaître ces modalités afin que d'autres acteurs puissent s'en inspirer, afin de développer des pratiques inclusives. Cet ouvrage s'architecture en 6 chapitres. Le premier présente la méthodologie de recherche, permettant de recueillir les représentations des acteurs concernés. Dans le deuxième chapitre, nous définissons le partenariat, concept central de la recherche et le projet, support sur lequel s'appuie le dispositif partenarial. Dans le troisième chapitre, nous circonscrivons tout d'abord le paysage de la scolarisation des collégiens sourds et malentendants, afin de saisir le contexte étudié. Nous présentons ensuite les partenaires de cette scolarisation, leur place dans ce partenariat et leurs relations. Le quatrième chapitre énonce les résultats de la recherche selon les principales composantes du partenariat. Dans le cinquième chapitre, nous analysons les principaux résultats, permettant de saisir les conditions d'un partenariat opérant. En premier lieu, nous interprétons les résultats à travers la méthodologie de projet développée par Jean-Pierre Boutinet, en vue de caractériser les éléments favorables à la réussite du partenariat. Dans un deuxième temps, nous examinons les dynamiques partenariales grâce à l'approche systémique afin de saisir les mouvements à l'œuvre au sein des dispositifs. Dans le dernier chapitre, nous réfléchissons à la façon dont ces pratiques collaboratives répondent à l'idée de l'école inclusive. Chapitre 1. Une méthodologie pour comprendre les dynamiques partenariales. 1.1. Les conditions de la recherche. 1.1. Les Pays de la Loire comme terrain d'enquête. Nous choisissons comme terrain de recherche les Pays de la Loire pour plusieurs raisons. Tout d'abord, habitant cette région, il m'est plus facile d'organiser cette recherche afin de rencontrer les différents acteurs de ce secteur grâce à la proximité géographique. La deuxième raison est ma connaissance du réseau et des acteurs de ce territoire. Cette région, d'une même étendue géographique que la Belgique, se situe dans l'ouest de la France. Elle comprend 5 départements, la Sarthe, le Maine-et-Loire, la Vendée, la Loire-Atlantique et la Mayenne. Elle dénombre 3 500 000 habitants, 5% de la population française. La préfecture de région se situe à Nantes en Loire-Atlantique, qui est le département le plus peuplé. Les élèves sourds et malentendants
représente 0,08% des effectifs des élèves scolarisés de la maternelle au lycée dans les Pays de la Loire. En 2013, sur ces 565 élèves, 82% sont scolarisés en milieu ordinaire et 18% en établissement spécialisé. Dans le même mouvement qu'au niveau national, de 2010 à 2013, les effectifs d'élèves ayant des troubles auditifs, scolarisés en milieu ordinaire dans les Pays de la Loire, sont en augmentation alors que dans le même temps, les effectifs d'élèves inscrits au sein des établissements médico-sociaux ont baissé de moitié. Sur la région des Pays de la Loire, en 2013, 70% des collégiens sont scolarisés en milieu ordinaire et 30% en établissement spécialisé. Tous les dispositifs collectifs des établissements médico-sociaux sont situés au sein d'un collège ordinaire. Parmi les 120 collégiens ayant des troubles auditifs scolarisés en établissement traditionnel, 74% d'entre eux sont en scolarisation individuelle dans leur collège de quartier et 26% dans une unité localisée pour l'inclusion scolaire, ULIS. 55% de ces 120 élèves sont accompagnés par un service spécialisé. 53 collégiens sont inscrits dans un dispositif collectif médico-social. De 2010 à 2013, à propos de la scolarisation des collégiens en milieu ordinaire, nous observons une légère augmentation des effectifs avec une baisse en 2012 tandis que nous remarquons une baisse sensible des effectifs des collégiens en établissement médico-social. 1.1.2. Objectiver pour chercher. Le travail d'objectivation de l'objet de recherche s'effectue de plusieurs manières. Premièrement, la revue de littérature permet de faire une synthèse des différents points de vue existants sur ce sujet. La multiplicité des perspectives théoriques sur l'objet de recherche permet de rentrer dans sa complexité. La problématisation a pour but de mettre en lumière et en tension les paradoxes constatés, à objectiver la démarche par l'élaboration d'une question de recherche et d'une hypothèse de travail qui donne le sens, la direction de ce que nous voulons chercher. Aussi nous nous demandons sur quel partenariat le projet de scolarisation d'un collégien malentendant ou sourd repose. Notre hypothèse de travail stipule que le partenariat relève d'un principe d'équilibre tenant sur un rapport asymétrique entre les acteurs dans leur rôle, leur territoire et leurs ressources. Par ailleurs, les résultats que nous allons exposer ne peuvent en aucun cas refléter une significativité applicable à l'ensemble des acteurs concernés sur le territoire français. Tout au plus, ces résultats peuvent nous amener à dégager quelques traits saillants de ce que constitue le partenariat des acteurs de la scolarisation des collégiens sourds ou malentendants, pouvant être la base à l'élaboration de pistes de réflexion afin d'améliorer les modalités collaboratives entre les acteurs. 1.2. Les modalités de la recherche. 1.2.1. Les entretiens exploratoires. Méthodologiquement, nous avons procédé en plusieurs étapes. En 2011, nous menons des entretiens exploratoires non dirigés pour saisir le contexte dans lequel va être menée cette recherche. Selon Jean-Pierre Pourtois et Huguette Desmet, la méthode de l'entretien non directif est un moyen unique permettant l'exploration d'un champ d'études nouveau. C'est une démarche préalable qui s'avère indispensable lorsque le chercheur est placé devant une situation à débroussailler. Elle va permettre de repérer et de classifier les problèmes, les systèmes de valeurs, les comportements, les états émotionnels, etc., des personnes. Elle va permettre aussi d'élaborer les premières questions de travail et les hypothèses qu'une démarche plus systématique peut ensuite vérifier. À ce stade, il nous semble important de saisir les réalités diverses de la scolarisation des collégiens sourds ou malentendants. Afin de réaliser ces entretiens, nous contactons des personnes issues de notre réseau professionnel ainsi que des acteurs de l'éducation nationale. Nous interrogeons une collégienne malentendante, ses parents, un enseignant référent et un inspecteur de l'adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves handicapés, H. Ces entretiens aident à circonscrire le thème de la recherche, à appréhender les acteurs concernés. Nous décidons ensuite de développer la méthodologie de recherche autour du concept central, qu'est le partenariat. À travers la lecture des différents auteurs ayant travaillé sur ce concept, nous en dégageons 5 composantes. L'objet du partenariat, les acteurs, le cadre, les relations entre les acteurs et l'action qui découle du partenariat.
Au regard de ces 5 composantes et des enseignements tirés des entretiens exploratoires, nous structurons la méthodologie de recherche. 1.2.2. Les entretiens dirigés. Lorsque nous prenons contact avec les responsables des structures médico-sociales pour leur présenter le projet de recherche et avoir des contacts de collégiens et de parents que nous pourrions interviewer, nous effectuons des entretiens dirigés entre décembre 2012 et juin 2013. Selon Romy Sauvert, l'entretien directif a la caractéristique d'être très structuré. Ce type d'entretien est choisi lorsque l'on a des hypothèses à vérifier et des informations à collecter de manière standardisée. Les enquêtés répondront aux mêmes questions pré-rédigées. L'enquêté peut ensuite répondre librement, même si le cadre des échanges est plus directif. Il s'agit d'une méthode qui permet d'envisager un traitement plus quantitatif de ces données qualitatives. Nous décidons d'interroger ces personnes, détenant une vue d'ensemble des services qu'elles dirigent, afin de saisir les différentes pratiques des structures, les modalités d'accompagnement et de communication proposées aux collégiens dans le cadre du projet individuel. Nous interrogeons 7 responsables de structures médico-sociales des Pays de la Loire. Ces entretiens dirigés portent sur les options linguistiques proposées, langue des signes, français oral et écrit, langage parlé complété, etc., sur l'organisation des dispositifs de scolarisation, localisation, modalités de scolarisation, etc., sur les types d'accompagnement possibles, pédagogiques, orthophoniques, psychologiques, etc., sur la participation des parents à l'élaboration du projet de leur enfant, sur son contenu et sur la présence des professionnels médico-sociaux aux équipes de suivi de la scolarisation. 1.2.3. Les entretiens semi-dirigés. L'examen des représentations issues des entretiens et la revue de littérature sur le partenariat nous font penser qu'il est nécessaire d'aller interroger les acteurs concernés par la scolarisation des collégiens sourds ou malentendants. L'entretien est en matière de recherche en sciences humaines et sociales, une pratique contradictoire. À l'aide d'une instrumentation spécifique, il veut mettre au jour ce qui était sans cette intervention cachée, ce qui le serait resté, ce que, d'une façon générale, l'interviewé n'était pas disposé en dehors de la situation créée à divulguer. Pourtant, la pratique de l'entretien est un moyen privilégié de récolte et de pré-compréhension de données. Par conséquent, l'entretien nous semble la méthodologie de recherche la plus pertinente pour accéder aux représentations des acteurs. Nous décidons donc de mener 30 entretiens semi-dirigés entre mai et décembre 2013 avec ceux qui vivent, qui mettent en œuvre et qui accompagnent de tels projets de scolarisation. Les entretiens semi-directifs sont menés sur la base d'un guide d'entretien constitué de différents thèmes questions, préalablement élaborés en fonction des hypothèses. Dans la population interrogée, nous choisissons 6 catégories de personnes: les collégiens sourds ou malentendants, les parents, les professionnels de l'éducation nationale, ceux du secteur médico-social, les acteurs périphériques, pour lesquels nous construisons des guides d'entretien différenciés selon la situation des acteurs interrogés. Ces guides d'entretien reprennent la trame des 5 composantes du partenariat précédemment cité. Nous faisons le choix d'étudier les dispositifs partenariaux, où les collégiens sont accompagnés par une structure médico-sociale. Un des enjeux de cette recherche est bien d'examiner les modalités collaboratives entre l'éducation nationale et le secteur médico-social. 3 collégiens interrogés sont scolarisés dans un dispositif collectif médico-social inscrit au sein d'un collège. Les 3 autres sont scolarisés dans un collège ordinaire et sont accompagnés par un service de soutien à l'éducation familiale et à la scolarisation, SSEFS. Les prises de contact avec les parents et les collégiens se révèlent compliquées. S'effectuant par le biais des responsables des structures médico-sociales que nous avons rencontrés, certains professionnels manifestent des réticences à propos de ces mises en relation, évoquant le fait que les familles sont déjà sollicitées de nombreuses fois pour ce genre d'entretien. Après avoir démarché auprès de plusieurs structures, nous réussissons à programmer le nombre d'entretiens souhaités. Afin de pouvoir les rencontrer, nous envoyons le projet de recherche aux responsables de service qui le communiquent aux parents. Les personnes interrogées sont les parents des élèves interviewés. Les professionnels de l'éducation nationale interrogés sont des professeurs accueillant un ou plusieurs collégiens sourds ou malentendants dans leur classe, des directeurs de collège et d'ULIS.
À propos des acteurs médico-sociaux, nous interrogeons un chef de service, des professeurs spécialisés, une orthophoniste, un interface de communication en langue des signes française, LSF, et une éducatrice spécialisée. Nous obtenons les coordonnées de ces différents professionnels par le biais des responsables des structures médico-sociales. Les acteurs périphériques interrogés sont des représentants d'institutions ou d'associations. Il nous semble important d'avoir un éclairage de personnes plus à la périphérie de l'espace partenarial, afin d'obtenir des éléments de compréhension qui dépassent le cadre quotidien des dispositifs de scolarisation. Nous interrogeons une responsable d'une association de parents d'enfants sourds, un directeur d'une maison départementale des personnes handicapées, MDPH, une coordinatrice de l'inspection H, une inspectrice H, un enseignant référent et enfin un médecin et une coordinatrice d'une MDPH. Nous contactons ces personnes par téléphone ou par mail, en leur présentant le projet de recherche. Afin de réaliser ces entretiens, nous demandons tout d'abord, comme cela avait été convenu lors des différentes prises de contact, s'il est possible d'enregistrer en intégralité les propos tenus. Nous garantissons ensuite l'anonymat des noms et des lieux, la confidentialité des propos, l'utilisation de l'entretien uniquement à des fins de recherche et la liberté de parole. La rencontre se poursuit par une présentation générale de l'objet de recherche sans forcément rentrer dans les détails, afin de ne pas influencer la personne interrogée dans ses réponses. Mon attitude, tout au long de l'entretien, consiste à être dans une neutralité bienveillante, qui invite au soutien de la parole et au non-jugement des propos de la personne interrogée. Ce comportement se concrétise par une position corporelle, manifestant mon intérêt à propos des éléments développés. Il consiste également à ne pas donner mon avis, à demander des explications supplémentaires par des formules de relance, en réutilisant par exemple, le vocabulaire employé par la personne. Pour interroger les collégiens, il est nécessaire de passer un certain temps au début de l'entrevue à situer le contexte de la recherche en utilisant des mots simples, pour que le collégien interrogé puisse restituer les modalités de scolarisation mises en place et les différents accompagnements proposés. La durée des entretiens des collégiens est plus courte, de 30 à 45 minutes, que les autres qui durent environ 1 heure. Au fur et à mesure, nous utilisons les guides avec plus de souplesse de façon moins linéaire, en fonction des propos de la personne interrogée, le principal étant que tous les thèmes soient abordés au cours de l'entrevue. Il convient de préciser que l'entretien a quelques limites méthodologiques. Il n'est pas toujours évident de recueillir des informations sur le secteur privilégié de la recherche. Durant les entretiens avec les acteurs périphériques, rester uniquement dans les thèmes que nous voulons aborder n'est, en effet, pas toujours réalisable. Certaines personnes interrogées ont une approche générale de la scolarisation des élèves en situation de handicap, ce qui amène à des digressions sur des sujets qui ne sont pas directement liés au thème de recherche. Un autre biais rencontré durant ces entretiens est la présence de facteurs émotionnels qui émaillent le discours de la personne interviewée, et par le souci de cette dernière de donner une image positive d'elle-même. Nous présentant comme un professionnel issu du secteur médico-social, des personnes interrogées peuvent donner certaines réponses valorisant ces dispositifs en vue de se conformer à ce qu'elles se représentent de ce que nous pouvons penser. 1.3. Le traitement des données. À propos des entretiens dirigés avec les responsables des structures médico-sociales, nous utilisons le logiciel Sphinx pour faire une analyse quantitative des données recueillies. Par rapport aux 30 entretiens semi-dirigés, 29 sont retranscrits intégralement à partir d'enregistrements audio. Un entretien enregistré en vidéo est réalisé en langue des signes avec une collégienne sourde. La traduction de cet entretien est effectuée par nos soins. Pour l'analyse, nous suivons la méthodologie de l'analyse de contenu de Laurence Bardin. Selon l'auteur, ce processus est un ensemble de techniques d'analyse des communications visant par des procédures systématiques et objectives de description du contenu des énoncés, à obtenir des indicateurs, quantitatifs ou non, permettant l'inférence de connaissances relatives aux conditions de production-réception, variables inférées, de ces énoncés. Nous faisons en effet le choix d'un découpage par thème des données recueillies. Nous procédons d'abord par une lecture flottante de tous les entretiens, afin de se donner une vue d'ensemble du matériel.
Selon Laurence Bardin, ces premières lectures constituent une première familiarisation avec le matériel afin d'en dégager les idées importantes. Ce processus nous permet d'élaborer une grille d'analyse qui répertorie l'ensemble des thèmes qui vont présider à la classification des informations recueillies. Nous établissons une première liste de thèmes et de sous-thèmes à partir des questions qui ont prévalu à l'élaboration des guides d'entretien, et nous faisons évoluer les thèmes au fur et à mesure de la lecture flottante. Ce travail permet d'élargir les champs thématiques préalablement construits au regard des 5 composantes du partenariat. Ces sous-thèmes correspondent à des catégories que Laurence Bardin définit comme des rubriques ou des classes qui rassemblent un groupe d'éléments, sous un titre générique, rassemblement effectué en raison des caractères communs de ces éléments. Les différentes sous-catégories sont constituées selon les caractéristiques que nous avons repérées chez les auteurs ayant écrit sur le partenariat. Certaines sous-catégories sont ajoutées après codage d'un entretien par groupe de personnes interrogées. Nous stabilisons la grille d'analyse à l'issue de cette étape. Le processus de catégorisation consiste à inclure les extraits de tous les entretiens dans chaque sous-catégorie. Pour Laurence Bardin, la catégorisation est une opération de classification d'éléments constitutifs d'un ensemble par différenciation puis regroupement par genre, analogie, d'après des critères préalablement définis. Nous effectuons ce travail en procédant au découpage du corpus par unité d'enregistrement, qui est définie comme une unité signifiante d'une idée développée par le locuteur, qui peut être concrétisée par un mot, une phrase ou une partie de texte. Pour dépasser le sens général du texte et en découvrir la signification plus précise et profonde, il faut découper le matériel en énoncés plus restreints possédant un sens complet en eux-mêmes. La catégorisation consiste à regrouper ces unités d'enregistrement dans chaque sous-catégorie. Son but est de fournir par condensation une représentation simplifiée des données brutes. En même temps, nous recensons dans un tableur le nombre d'occurrences par sous-catégorie. En effet, plus grand sera l'intérêt de l'émetteur pour un objet donné, plus grande sera la fréquence de l'occurrence dans le discours des indicateurs relatifs à cet objet. Même si une analyse de contenu n'implique pas forcément une quantification des unités d'enregistrement, il nous semble opportun de mesurer le nombre d'apparitions de celles-ci afin de dégager si possible des tendances dans les mouvements repérés. L'étape de la catégorisation étant terminée, nous procédons à l'analyse des données recueillies. René Lécuyer définit l'analyse qualitative comme la description des particularités spécifiques des différents éléments regroupés sous chacune des catégories, et qui se dégagent en sus des seules significations quantitatives. Selon l'auteur, il s'agit dans chaque catégorie de faire ressortir les diverses caractéristiques des contenus afin de mettre en évidence les relations, ressemblances et différences qui peuvent exister entre les contenus d'une catégorie ou de plusieurs. Par exemple, dans la deuxième composante du partenariat que sont les acteurs, nous développons les mêmes sous-catégories selon les groupes de personnes interrogées. L'analyse consiste à comparer les représentations entre les différents groupes d'acteurs autour d'un même élément, comme par exemple, leur point de vue sur le projet de scolarisation du collégien. Parallèlement à cette démarche, nous opérons une analyse quantitative qui se base sur le nombre d'apparitions des occurrences. À l'intérieur de certaines sous-catégories, nous portons pour chaque occurrence une appréciation telle que point de vue positif ou point de vue négatif, pour dégager par exemple des tendances sur l'opinion des acteurs concernant la relation entre les professionnels du collège et les parents. Une fois l'analyse terminée, nous passons à la phase d'interprétation qui, selon René Lécuyer, consiste à répondre aux questions soulevées par les objectifs de la recherche. Lorsque le but sera la détermination de ce qui se cache au-delà de ce qui est dit, l'interprétation devra bien sûr scruter les contenus latents. Pour l'auteur, l'interprétation peut être tirée directement de l'analyse quantitative et qualitative. Elle peut aller au-delà des résultats, par le recours à l'interprétation symbolique de ce qui est dit. Elle peut se référer à divers concepts ou modèles théoriques. Pour interpréter les données, nous utilisons l'inférence que Laurence Bardin définit comme une opération logique, par laquelle on admet une proposition en vertu de sa liaison avec d'autres propositions déjà tenues pour vraies. Cette méthodologie permet de passer de la simple description des contenus du message à leur interprétation.
En somme, nous mettons en relation les données tirées de l'analyse, afin d'en donner un sens à l'aide de différents éléments conceptuels, en vue de répondre à la question de recherche. Après avoir mentionné les conditions dans lesquelles se déroule cette recherche, nous développons dans le prochain chapitre les concepts centraux que sont le partenariat et le projet, éléments clés pour comprendre la mise en œuvre de la scolarisation des collégiens sourds et malentendants. Chapitre 2. Partenariat et projet, éléments clés pour la réussite du projet de scolarisation. Selon Jean-Marc Lezin de la Barre, l'essor de ces deux notions datant des années 1980 résulte d'un double mouvement. La politique de décentralisation aboutissant à l'émergence du local dans les prises de décision, et la logique de DE institutionnalisation favorisant le passage de la notion de prise en charge à celle de prestation de services. D'un principe de pouvoir descendant, nous sommes passés à un système de pouvoirs horizontaux, partagés entre différents acteurs locaux. De plus, les institutions médico-sociales, responsables uniques des projets des usagers dont elles avaient la charge, sont devenues des prestataires parmi d'autres pour répondre aux problématiques d'usagers dont elles n'avaient plus exclusivement la responsabilité. Elles ont donc été amenées à s'ouvrir vers l'extérieur par une pratique du réseau pour répondre à ces problématiques. Les organismes décideurs, ayant de nouvelles compétences, ont voulu mettre en synergie les acteurs locaux pour régler les problèmes que les organisations institutionnelles ne pouvaient plus gérer seules. Face à ce phénomène, les notions de partenariat pour la mise en réseau et de projet afin de donner du sens à l'action ont été les slogans à partir de cette époque pour concrétiser ces politiques. Profitant d'une imprécision conceptuelle dans leur signification, ces deux notions ont fait florès dans de nombreux textes réglementaires dès qu'il s'agissait de mettre autour de la table différents acteurs pour répondre à un problème. Le partenariat, comme nous allons le voir, tout comme le projet, est souvent utilisé pour son caractère incantatoire afin de régler toutes sortes de maux, seulement par le fait de le scander, sans une réelle interrogation sur les conditions de sa mise en place. Comme l'explique Fabrice Dume dans un livre consacré au partenariat, les problèmes sociaux se sont complexifiés. L'apparition de nouveaux publics pose aux acteurs des difficultés, se situant à la frontière de leurs compétences ou à la croisée de plusieurs disciplines. Dès lors, la prise en compte de ces évolutions oblige à travailler autrement ou moins pour s'adapter. Mutualiser et développer, harmoniser et coopérer, informer et communiquer, etc. Autant d'enjeux qui apparaissent afin de mieux assurer les réponses. La résolution de ces problèmes nécessite une réponse articulée entre différents acteurs pour pouvoir répondre à des problématiques de plus en plus complexes. Face à ces enjeux, les acteurs ont donc l'obligation de développer des logiques collaboratives. Il convient de caractériser ce que revêt cette notion de partenariat. 2.1. Le partenariat, de quoi est-il question ? 2.1.1. Apparition de la notion. L'appellation partenaire est beaucoup plus ancienne que celle de partenariat. Contrairement à ce dernier existant depuis le XVIIIe siècle, le terme partenariat n'apparaît dans le dictionnaire qu'en 1987. Il est donc un terme récent qui a émergé dans les années 1980 pour caractériser la relation entre les différents partenaires. Selon Corinne Mérini, étymologiquement le terme vient de l'anglais partner, lui-même altération sous l'influence de parcenaire ou parsunaire, de l'ancien français parsonnier, propriétaire indivis, copartageant de parson, partage, butin, du latin partitio, partitionis, partage, séparation, division. Pour l'auteur, on retrouve dans le terme à la fois l'avec et le contre, l'association et la division. Jean-Luc Ferrand complète l'étymologie du mot, qui, hérité du latin partitio étant une variante en latin populaire partir puis en latin classique partiri, venant tous deux de part qui signifie la part, renvoie elle aussi à cette idée de division, de partage. L'origine du mot rappelle bien la distinction entre deux partenaires qui entretiennent un lien pour mener une entreprise commune. Au XVIIIe siècle, on parle de partenaires en amour. Le terme partenaire désigne également les personnes avec qui on est associé au jeu. Même si l'idée d'alliance est évoquée dans le terme, le mot partenaire sous-entend à son origine une notion de compétition entre ceux-ci. Les acteurs peuvent en effet agir dans un même objectif pour tirer chacun un bénéfice pouvant être différent. Dans le partage de ce bénéfice,
il en résulte inéluctablement des gagnants et des perdants. Le terme partenaire est ambivalent dans la mesure où cette notion convoque à la fois l'idée d'association et de distinction, du travail ensemble et de compétition. Pour Jean-Marc Lezin de La Barre, cette ambivalence se caractérise dans la conception contemporaine de la notion. Le partenaire aujourd'hui est celui avec lequel on est allié, contre d'autres joueurs. C'est aussi la personne à laquelle on est associé dans une compétition, notamment un allié industriel ou commercial. L'usage à partir du XIXe siècle prend une connotation moins conflictuelle avec une atténuation de l'idée d'opposition ou de rupture, au profit du concept de relation entre protagonistes. Selon Jean-Luc Ferrand, c'est ensuite le sens institutionnel qui va s'affirmer, entre autres, pour signifier les relations d'État à État et surtout les relations économiques, notamment entre salariés et employeurs, les partenaires sociaux. Les idées de négociation, de partage, voire de conflit sont donc toujours présentes. Néanmoins, dans l'usage courant, la référence au jeu s'est atténuée ou a disparu, notamment dans les relations institutionnelles. Le terme partenariat apparaît dans les dictionnaires dans les années 1980. Auparavant, on trouvait surtout ce terme, selon Jean-Luc Ferrand, pour la traduction anglaise de partnership signifiant l'action d'entrer en association avec quelqu'un pour faire quelque chose. Selon l'auteur, le mot anglais renvoie notamment au monde des affaires. Pour Jordi Estiville, le terme de partenariat, inconnu dans certains pays, très usité dans d'autres et un peu magique à en croire toutes les vertus qui lui sont attribuées, est d'origine anglo-saxonne partaker mais il a des racines latines particeps et grecques et airea. Pour l'auteur, le terme prend des sens différents selon les pays. Au Royaume-Uni, le terme de partenariat est plutôt utilisé dans le monde des affaires et du sport. Au Portugal, il renferme l'idée d'association et de travail en commun. En Italie, il a des connotations ludiques et politiques. En France, il est associé au jeu et à l'amour. En Allemagne, il évoque la concertation entre des parties qui sont sur un pied d'égalité, et dans la Grèce antique, il désignait ceux qui appartenaient à un même courant philosophique mais s'appliquaient aussi à l'amitié et aux relations amoureuses. Pour Daniel Zay, le dictionnaire place le mot dans une approche systémique, dans la mesure où il est défini comme un système associant des partenaires. Il est donc important de comprendre le fonctionnement des relations entre les acteurs. Pour l'auteur, l'émergence du terme correspond à l'apparition d'autres appellations comme entrepreneuriat ou actionnariat, renvoyant à l'univers de l'économie libérale. Pour Jean-Marc Lezin de La Barre, la terminologie partenaire cache aujourd'hui le côté antagoniste de lutte des classes qui tente à être gommée. Le terme partenariat consacre l'idéologie du consensus où l'on est passé d'une lutte des classes à une logique de paix sociale, de conciliation plus favorable aux pratiques développées dans le monde de l'entreprise. Selon Carole Landry et Elisabeth Mazalon, on assiste, depuis le début des années 1980, à un rapprochement du monde de l'éducation à celui du travail. Cette tendance s'inscrit dans un mouvement plus large qui correspond au développement du partenariat dans différents champs des activités économiques, politiques, sociales, éducatives et culturelles de plusieurs pays industrialisés. En France, la problématique du partenariat a traversé tout le champ des pratiques politiques et sociales, avant de venir plus spécifiquement dans le domaine éducatif, à travers l'invention de la politique de la ville, le développement social des quartiers ou la création des zones d'éducation prioritaire, ZEP. Daniel Zay, Jean-Marc Lezin de La Barre et Jacques Crinon expliquent que l'émergence du partenariat va avec la nécessité d'ouverture de l'éducation nationale qui ne peut résoudre tous les problèmes d'éducation seule. Selon Daniel Zay, la culture de l'école laïque et républicaine, née au XIXe siècle, mettant à distance les influences extérieures comme le monde du travail ou de la religion afin de protéger les enfants, a perduré jusqu'à nos jours. Au contraire des établissements d'enseignement agricole ou professionnels qui avaient déjà initié des démarches collaboratives, les collèges ou lycées d'enseignement général n'avaient pas opéré cette mutation. Habitués à travailler seuls dans leur classe, les enseignants ont pu vivre l'arrivée de partenaires au sein de l'école comme une pression extérieure susceptible d'être vécue comme une menace. Dans son livre, Jacques Crinon examine la notion de partenariat dans les différents textes réglementaires de l'éducation nationale des années 1980. L'usage est polysémique.
Les partenaires peuvent désigner d'une manière plus ou moins définie une catégorie d'acteurs du système, la famille, les collectivités locales, les entreprises, etc., ou l'ensemble de ces acteurs individuels ou institutionnels. Ils sont désignés comme partenaires de l'école. Le partenariat désigne la réunion de ces derniers avec des acteurs du système scolaire, en vue d'une collaboration. À travers l'étude des textes réglementaires, le terme partenariat revêt l'idée d'une visée dans le sens d'une incitation, voire une injonction à mieux collaborer avec les partenaires. L'appellation est plusieurs fois associée à des verbes indiquant un progrès et un renforcement nécessaires, soulignant bien que la pratique du partenariat reste une idée à développer. Selon Daniel Zé, la loi d'orientation de 1989 incite au partenariat. Sa promulgation va de pair avec une évolution conceptuelle de la notion. Ainsi, ce que signifie l'apparition du terme partenariat, c'est un changement de conception des relations de l'école avec ceux qui étaient déjà des partenaires. Ils ont désormais un rôle à jouer dans l'accomplissement des missions du pédagogique, par exemple le soutien scolaire, mission qui jusque-là était le domaine réservé des enseignants, celui dans lequel ils puisaient leur légitimité. Pour Jean-Marc Lezin de la Barre, l'ouverture de l'école remet en cause les identités professionnelles des enseignants, la nature des activités pédagogiques par un changement de position des partenaires traditionnels. Ceux-ci, étant cantonnés à des positions périphériques, sont devenus des acteurs plus impliqués au sein de l'éducation nationale. Selon Jean-Marc Lezin de la Barre et Daniel Zé, l'émergence de la notion du partenariat est également liée à l'attribution de nouvelles compétences aux acteurs locaux, initiées par les lois de décentralisation débutées dans les années 1980. Les collectivités locales ou les organismes d'État reçoivent les doléances des acteurs et des usagers relevant de leurs responsabilités. Afin de résoudre les problèmes constatés, ces organismes, ayant la connaissance des réseaux, veulent faire travailler ensemble les différents acteurs d'un même territoire parce que la synergie entre ceux-ci peut être opérante pour la résolution des difficultés repérées. La notion de partenariat se trouve subséquemment soumise à différentes perspectives. Premièrement, les organismes décideurs invoquent la dynamique partenariale pour une résolution effective des problèmes, par la mise en synergie de différents acteurs. Deuxièmement, l'injonction partenariale cache une logique gestionnaire par une mutualisation des moyens qui peut générer une baisse des coûts. Troisièmement, les acteurs institutionnels comme les professionnels de l'éducation nationale ou ceux du secteur médico-social n'ont pas développé cette culture du travail ensemble. Enfin, les acteurs sont invités à collaborer sans une réelle définition d'une méthodologie. Pour Oriane Délivré, en plus de travailler en partenariat, il semble pertinent de travailler le partenariat. Selon l'auteur, il convient de prendre en compte les enjeux idéologiques et inconscients à l'œuvre dans les relations interprofessionnelles par la caractérisation des convictions et doctrines mises en jeu, des intérêts convergents et divergents des différents acteurs. À travers différentes définitions du partenariat, nous examinons maintenant quels sont ces enjeux. 2.1.2 Définition. Selon Christian Marois et Jean-Luc Ferrand, la notion de partenariat est difficilement appréhendable comme un concept scientifique, car celui-ci reflète des réalités sociales diverses. Elle fait l'objet de définitions multiples, ne permettant pas de lui donner un caractère opératoire, prenant en compte toutes les similitudes et disparités dans les situations rencontrées. Même si cette notion témoigne d'une certaine élasticité dans ses contours, Mokhtar Kadouri lui attribue le qualificatif de concept empirique, parce que celui-ci est une construction sociale mettant en jeu des rapports sociaux, qui peuvent constituer des repères dans la définition de la notion. Pour Jean-Marc Lezin de la Barre, les chercheurs en sciences de l'éducation sont divisés sur la question de savoir si le partenariat peut être traité comme un objet de recherche. Une difficulté essentielle tient à la confrontation permanente entre des modèles d'action et des modèles d'analyse, renvoyant les uns et les autres à une grande variété de théories de référence, approches systémiques, analyse stratégique, analyse psychosociale, etc., afin d'appréhender le concept. Auteur opte pour une approche privilégiant la multiréférentialité, dans le sens que donne Gaston Berger, où chaque acteur construit un système spécifique de référence et où des systèmes de référentiels théoriques sont nécessairement pluriels.
Face à la complexité irréductible de l'objet de recherche, la démarche va porter d'abord l'interrogation sur la diversité des perceptions et des représentations que des sujets peuvent en avoir. Selon Daniel Zay, la définition minimale du partenariat que l'on pourrait retenir serait celle d'une action commune négociée. Le suffixe R de partenaire indique que l'on se situe dans un système de personnes en charge de, en association avec, et le suffixe aria désigne un système, une forme d'organisation inscrite dans l'action. D'après Jacques Crinon, cela peut désigner tantôt une collectivité, tantôt tout simplement un phénomène, une existence. Parler de partenariat, c'est évoquer l'existence de partenaires. Le partenariat, c'est l'être partenaire. Selon Jean-Marie Bouchard, Lise Talbot, Denis Pelchat et Lila Sorel qui caractérisent le partenariat entre l'école et la famille, cette notion repose sur un rapport visant l'égalité entre les parents et les intervenants, la reconnaissance réciproque d'expertise et d'habileté, la recherche du consensus dans la prise de décision, la confiance mutuelle sur une base d'égalité, l'identification de buts communs, la communication bidirectionnelle ainsi que la complémentarité dans les zones de connaissance et d'expertise. En somme, le partenariat nécessite un projet sur lequel les acteurs vont se mettre d'accord par une reconnaissance et une identification des zones de ressources de chacun. Ce processus élaboratif nécessite un climat de confiance dans les relations développées, ainsi qu'une égalité dans les positions au sein du dispositif partenarial. Pour Daniel Zay, le partenariat ne se situe pas dans le projet ni dans le dogme mais authentiquement dans l'action, dans une action commune et négociée qui n'a rien à voir avec la délégation et ou la sous-traitance. L'auteur stipule ensuite qu'on part de l'hétérogénéité, qu'on reconnaît la possibilité du conflit, qu'il ne s'agit pas de dénier celui-ci mais de construire un compromis. Dans le partenariat, chacun conserve ses objectifs propres tout en acceptant de contribuer à un objectif commun. Selon Fabrice Dume, le partenariat est une méthode d'action coopérative fondée sur un engagement libre, mutuel et contractuel d'acteurs différents mais égaux, qui constitue un acteur collectif dans la perspective d'un changement des modalités de l'action, faire autrement ou faire mieux, sur un objectif commun, de par sa complexité et ou le fait qu'il transcende le cadre d'action de chacun des acteurs et élabore à cette fin un cadre d'action adapté au projet qui les rassemble, pour agir à partir de ce cadre. Les conceptions de Daniel Zay et Fabrice Dume se rejoignent dans le sens où ils reconnaissent l'hétérogénéité entre les acteurs, la possibilité du conflit, le fait que chacun conserve ses objectifs propres pour contribuer à un objectif commun. Jean-Marc Lezin de la Barre ajoute que le partenariat s'appuie sur des rapports complémentaires, d'interdépendance entre parties différentes par leur nature, leur mission, leurs activités, leurs ressources et leur mode de fonctionnement. Celles-ci apportent des contributions mutuelles, différentes mais jugées essentielles. Le partenariat laisse place à des espaces de négociation, où les parties peuvent définir leurs projets communs. D'après Jean Clénet et Christian Gérard, le partenariat est fondé sur l'idée d'interaction entre acteurs et par là même suppose la prise en compte permanente des situations complexes. Au regard de contextes qui induisent l'intervention d'une pluralité d'acteurs sur un même objet, le partenariat opère quand les agents concernés manifestent un besoin de cohérence, permettant ainsi de réduire les zones d'incertitude ou de conflit générées par l'action. 2.1.3. Les différents modes collaboratifs. Depuis les années 1980, les textes réglementaires et les organismes décideurs incitent les acteurs à créer des partenariats pour répondre à la complexité des situations rencontrées. Aussi, toutes les relations entre acteurs ne peuvent être qualifiées comme des liens partenariaux. Il convient donc de différencier le terme par rapport à des notions connexes telles que participation, coordination, association, collaboration, etc. À propos de l'étude des textes législatifs de l'Éducation nationale des années 1980, Jacques Crinon mentionne que le partenariat serait indiqué dans les relations entre les organismes décideurs, et que la collaboration caractériserait plutôt les relations entre les acteurs de terrain. Cependant, dans beaucoup de textes réglementaires, il est impossible de faire la distinction entre les deux niveaux, car le thème de partenariat est utilisé indistinctement parmi d'autres termes tels que collaboration ou participation. À ce stade, il convient de présenter deux modèles qui permettent de distinguer les différents modes de collaboration.
Philippe Liet propose la modélisation suivante. Figure 1. Typologie de Philippe Liet sur les 4 types de travail ensemble interinstitutionnel. Selon l'auteur, il faut considérer les 2 axes comme 2 échelles qui comportent une pluralité de situations intermédiaires délimitées sur leurs 2 côtés opposés, par les situations extrêmes. Le type 1 correspond à une forme de travail ensemble interinstitutionnel, fondée principalement sur des dynamiques individuelles dans un cadre peu formalisé. Cela se traduit par des relations individualisées, dont le contenu est peu déterminé par des accords entre les institutions. Par exemple, 2 individus entretiennent une relation parce qu'ils s'apprécient ou ils ont besoin de l'un de l'autre. Ils se rendent des services ou se donnent des informations qui permettent de se positionner dans leur institution. Ce type de travail ensemble peut déboucher sur des collaborations plus importantes. Le type 2 correspond à une collaboration fortement formalisée dans le but de mettre en œuvre une action ou un dispositif aux objets spécifiques, nécessitant l'engagement visible et conséquent de professionnels de plusieurs institutions ainsi que d'autres moyens humains, financiers ou matériels. La collaboration est à l'initiative des institutions, pas des salariés. Le contenu des idées n'est pas forcément précisé. D'ailleurs, le désir de réaliser quelque chose ensemble y est parfois tout aussi important que le contenu d'une action, qui va se préciser peu à peu. Les dynamiques interindividuelles sont déterminantes et le départ de certains professionnels peut tuer l'action. Le type 3 correspond à des relations informelles régulières où il n'y a pas de règles officielles, ni de contractualisation entre les institutions, mais qui se sont développées entre les représentants de celles-ci pour des raisons liées aux orientations ou aux intérêts des institutions. Le type 4 correspond à des partenariats descendants. Ceux-ci s'inscrivent dans des dispositifs cadrés par des réglementations publiques ou co-construits par les institutions concernées. Les directions élaborent un projet. Dans ce cadre, celles-ci mettent à disposition une partie de leur personnel qui est prié de s'y investir, et d'y trouver une place qui aille dans le sens des objectifs fixés par leurs dirigeants à leur organisation. Carole Landry qualifie le partenariat dans une typologie qui caractérise les différents modes de collaboration. Figure 2. Typologie de Carole Landry sur les différents modes de collaboration. Pour l'auteur, l'information mutuelle des partenaires demande aux organisations en présence un faible degré de relation et d'intensité, et à l'autre extrémité, la fusion exige un degré de collaboration totale qui conduit, comme dans le mode de cogestion, à un dépassement du partenariat puisqu'à ce niveau, les organisations ont perdu leur identité première pour se fondre dans une seule et même nouvelle organisation. Nous croyons que chacun de ces modes de collaboration comporte des caractéristiques particulières et suppose des dynamiques personnelles et organisationnelles différentes. Enrique Correa Molina et Colette Gervais, reprenant la typologie de Landry, expliquent par un regroupement de certaines notions les différents degrés de collaboration dans le cadre du milieu scolaire. L'information mutuelle et la consultation peuvent être, par exemple, l'envoi d'informations entre les parents et les enseignants ou l'école de façon ponctuelle ou périodique, la consultation des parents sur divers sujets. Même si ces 2 formes de collaboration entraînent un retour d'information de la famille, la communication demeure principalement de l'initiative de l'école avec peu ou pas de retour de la part des parents. Par rapport à la coordination et la concertation, les auteurs repèrent une différence entre les 2 notions. En ce qui concerne la coordination, qu'ils considèrent comme la négociation d'un ou plusieurs acteurs en vue de la réalisation d'une tâche commune, celle-ci suppose un minimum d'échange entre les individus concernés, afin qu'ils soient mutuellement informés des actions des autres et qu'ils puissent adapter les leurs, sans obligatoirement se mettre d'accord sur les moyens choisis pour y parvenir. Elle n'implique pas le même niveau d'engagement de la part de tous les acteurs, certains pouvant assurer le... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.